Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien raison. Nous voulons aujourd'hui revenir sur la situation à l'Est démocratique du Congo, mais surtout les derniers développements qui concernent essentiellement l'aspect diplomatique. Comme vous le savez, il y a eu beaucoup d'efforts visant à résoudre cette crise de façon pacifique, mais jusqu'à présent, il n'y a aucune solution durable. On a suivi depuis le début qu'il y avait le processus de Luanda, dirigé par le président, le facilitateur et le président angolais, Joao Lourenço. On a suivi également le processus de Nairobi, mais qui ont tous abouti sur une impasse. Et dernièrement, justement, ce 11 mars 2025, on a appris que le président Lourenço, le président angolais, avait invité son homologue congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, et que lui avait dit qu'il avait pris l'initiative de faire en sorte qu'il y ait des négociations directes entre le pays, Kinshasa, et la rébellion du M23. Et cela a surpris plus d'un, puisque normalement la position congolaise, c'est qu'il ne devait y avoir aucunement, au grand jamais, des négociations directes avec les rebelles du M23 que Kinshasa qualifie de supplétif du Rwanda. Et donc, de façon tout à fait inattendue, le président angolais, Joao Lourenço, qui préside justement à cette facilitation du processus de Luanda, en recevant Félix-Antoine Tshisekedi, le président congolais, a déclaré dans un communiqué qu'il y avait cette initiative de demander à Kinshasa de négocier directement avec la rébellion du M23. Et quand on le voit, Kigali s'est félicité évidemment de cette position et on a suivi surtout le ministre des Affaires étrangères rwandais, Olivier Nduhungirehe, qui a estimé que c'est une bonne initiative qui était la seule, selon lui, à pouvoir résoudre pacifiquement et de façon durable la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Du côté de Kinshasa, on a compris que le gouvernement était plus ou moins embarrassé, puisque justement il y avait la position officielle qui voulait qu'il n'y ait jamais de négociations entre Kinshasa et la rébellion du M23. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Et voilà donc, en, en revenant de Luanda, le président Antoine Tshisekedi n'a pas du tout communiqué de façon officielle sur ce nouvel élément de la crise. Cette nouvelle initiative du président Lourenço. Mais sa porte-parole, la porte-parole du président Tshisekedi, a, elle, indiqué que le gouvernement congolais restait sur la même position, que toutes les négociations devaient se faire dans le cadre du processus de Nairobi et dans le cadre du processus de Luanda. Et précisons justement, rappelons que le processus de Luanda est un processus qui avait pour objectif d'amener Kigali et Kinshasa à une table de négociation. Donc c'était un processus normalement qui avait pour objectif de faciliter les négociations entre les deux pays, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Mais jamais, auparavant, il n'avait jamais été question
de parler des discussions directes entre la République démocratique du Congo et la rébellion. Du côté de la rébellion, justement, on a fait semblant d'être surpris. Et d'ailleurs, c'est étonnant puisque le porte-parole de cette rébellion de la FCM 23, Laurence Kanyuka, a indiqué qu'ils ont appris cette initiative par les médias comme tout le monde, qu'ils n'avaient pas été contactés par la facilitation angolaise. Ce qui est justement étonnant, puisque Kinshasa, qui estime que le président congolais a été invité à Luanda pour être informé de l'initiative prise par son homologue angolais, et du côté de la rébellion qui semble être surprise qu'ils n'ont pas été contactés auparavant, alors que justement l'Angola, le président Lorenzo, annonce qu'il y aura une rencontre très prochainement, la rencontre qui serait prévue le 18 mars 2025, ça veut dire mardi de la semaine prochaine, ça veut dire très bientôt, dans 2 jours à peu près. Et donc, on est en droit de se poser la question de savoir si cela va aboutir. Donc, on attend de voir si le gouvernement va faire marche arrière et discuter avec la rébellion du M23 alors qu'il avait juré avant de ne jamais le faire. On suivra, on y reviendra certainement dans nos prochaines émissions. Et donc, il y a ce développement. Cela veut dire que l'Angola aussi veut pousser le gouvernement de Kinshasa à négocier alors que ce n'était pas du tout le rôle du facilitateur angolais qui, normalement, devait se consacrer à à concilier les positions de Kigali et de Kinshasa pour que les deux pays puissent rétablir des relations normales, des relations justement qui se sont fortement détériorées depuis que Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir la rébellion du M23, soutien d'ailleurs qui est maintenant indéniable. Donc, les relations se sont détériorées depuis que le Rwanda a décidé de soutenir cette rébellion du M23 qui est en réalité sa propre création. Et voilà l'Angola qui prend un autre chemin. On verra ce que cela va donner, mais c'est un élément auquel on ne s'était pas du tout attendu. Et parlant justement des relations entre les deux pays, je parle du Rwanda et de la République démocratique du Congo, on sent que les deux pays sont loin d'accorder les violons. Est-ce qu'on suit les communications des uns et des autres? Et surtout à Kigali, vous savez qu'il y a des sanctions qui ont été prises à l'encontre du gouvernement rwandais par différents pays, différents partenaires du Rwanda qui ont décidé de prendre des sanctions pour obliger le Rwanda à retirer son armée de l'Est de la République démocratique du Congo. Et cela met le gouvernement rwandais sur les nerfs. On avait suivi les interventions des soutiens rwandais, des communicants rwandais, des ministres, du porte-parole du gouvernement et de son adjoint. Mais ce qui nous a surpris cette semaine, c'est de voir le président rwandais lui-même dans un entretien accordé à un influenceur s'en est violemment pris à son homologue congolais, qu'il a qualifié d'incompétent, et avec d'ailleurs des propos qui frisent la bassesse, puisqu'il a parlé de son passé en Belgique, qu'il était livreur de pizza, et que d'ailleurs
même pour cette tâche, ce ce travail, cette tâche de livrer les pizzas, il n'était pas à la hauteur. Spent many years in Belgium. He was a taxi driver. I He heard. was a taxi driver. He was many things of that kind, but even with a very bad reputation. The man who employed him, an Italian family, an old man now, who employed him, he was delivering. The man has a shop, a pizza shop, and Felix used to deliver. So when this old man heard that Felix had become president, he said, "Oh my God." He said, "This one?" Then he told the story. It was even written. I hope you What can was he show doing? it. What was the story? It was like this guy who could not even do the job of delivering pizza. Vous voyez la gravité des propos tenus par un président, un chef de l'État, dans le seul but de ternir l'image de son homologue. C'était justement dans cet entretien et tout le monde a été surpris, sauf peut-être ses soutiens, ses sbires, qui ont applaudi, mais on sait que c'était sans grande conviction. De ce côté-là aussi, les gens ont été surpris de voir la teneur de tels propos, une violence inouïe, jamais vue. Ça montre justement que le président rwandais est dos au mur et qu'il essaie de se défendre de tous les moyens. Et on le voit. Il a envoyé beaucoup d'émissaires dans les pays étrangers, essentiellement en Europe, pour essayer de convaincre l'Union européenne, les pays européens, pour les convaincre de ne pas aggraver la situation en prenant d'autres sanctions. Puisque justement, on le sait, ce lundi 17 mars, il va y avoir une autre série de sanctions qui vont être prises, sauf grande surprise, mais il y aura d'autres sanctions prises contre le Rwanda. Et on voit au niveau interne au Rwanda que la mobilisation bat son plein pour que l'opinion interne soutienne fortement le président Paul Kagame qui est en difficulté évidente. Et donc, c'est pour cela que d'abord, il mobilise les gens, l'opinion interne, la population rwandaise. Il envoie des émissaires à l'étranger pour essayer d'adoucir la position de ceux qui veulent prendre encore des sanctions plus rigoureuses. Et puis après, de notre côté, il a une communication violente en s'en prenant à son homologue avec une violence sans précédent. Et c'est dans ce contexte qu'on a appris également que les pays de la SADC, les États de la communauté économique de l'Afrique australe, qui avaient envoyé une mission, un contingent à l'est de la République démocratique du Congo, ont décidé, dans une réunion tenue par visio ce jeudi 13 mars, ils ont décidé de mettre fin à cette émission et ont décidé de retirer progressivement les troupes qui étaient basées à l'est de la République démocratique du Congo. Ce qui fait le jeu du Rwanda, qui demandait justement que les forces de la Samidi-RC se retirent de la République démocratique du Congo. C'était une demande insistante de la part de Kigali. Et
ce qui est étonnant, c'est que justement, cette position coïncide avec l'initiative du président Lourenço de demander à Kinshasa de négocier directement avec la rébellion du M23. L'annonce a été faite mardi 11 et juste 2 jours après, on a appris que la SADC avait décidé de retirer son contingent militaire de l'Est de la République démocratique du Congo, sachant que l'Angola est membre de la SADC. Donc, c'est une surprise. Pourquoi est-ce que cette décision a été prise? Mis à part le fait que le Rwanda, justement, faisait cette demande de façon insistante, pourquoi est-ce que la SADC a pris cette décision? Si on veut revenir un tout petit peu sur le sommet qui s'est tenu le 8 février à Dar es Salaam, il y a eu un sommet conjoint SADC et EAC. EAC, la communauté des États de l'Afrique de l'Est, ont beaucoup accusé le Rwanda, l'EAC, dont le Rwanda est membre, de pencher vers Kigali. Mais la SADC avait une position plutôt favorable aux positions de Kinshasa, de la République démocratique du Congo. Sachant que justement, la République démocratique du Congo est à la fois membre de l'EAC et membre de la SADC. Mais les positions divergeaient de façon plus ou moins tranchée. Est-ce que maintenant la SADC, qui décide de retirer son armée de l'Est de la République démocratique du Congo, n'épouse pas maintenant la position des pays de l'EAC? On sait que le grand soutien du Rwanda dans cette région est le président kenyan, William Ruto. C'est un secret de polichinelle. Tout le monde le sait, lui-même ne s'en cache pas. Mais on pensait justement qu'au moins, il y allait y avoir une position qui allait s'adoucissant et que les uns et les autres parviendraient à convaincre le Rwanda de retirer son armée de la République démocratique du Congo. Au lieu de cela, c'est la mission de la SADC à laquelle on vient de mettre fin, de façon tout à fait inattendue. Et donc, on peut dire que de ce côté-là, le Rwanda a gagné. Puisque le Rwanda, jusqu'à présent, qui nie les accusations, qui rejette les accusations d'avoir une forte présence militaire à l'est de la République démocratique du Congo, puisque ce sont, ma foi, c'est les forces spéciales rwandaises qui mènent les combats, ce n'est pas le M23, qui, comme on le dit, Kinshasa d'ailleurs n'existe pas, c'est le Rwanda qui se bat à l'est de la République démocratique du Congo. Ce qu'on appelle l'AFC et le M23, Kinshasa dit que cela n'existe pas. Et effectivement, d'après plusieurs sources, c'est le Rwanda qui se bat à l'est de la République démocratique du Congo. Mais le Rwanda continue officiellement de nier et n'a pas daigné annoncer un début de retrait de son armée, au moins du moins la moitié, puisqu'il continue plutôt les attaques. Vous avez compris, on en a parlé ici. Ils ont conquis la ville de Goma, c'était fin janvier. Ils ont conquis par la suite la ville de Bukavu. Et maintenant, ils sont aux portes d'Uvira. Tout ça au su et au vu de tout le monde. Et maintenant, avec les sanctions, la communauté internationale essaie de mettre de la pression, mais qui jusqu'à présent n'a rien donné de positif. Et le Rwanda commence à engrandir les points justement, puisque c'est la SADC qui retire ses contingents et que la République démocratique du Congo continue de perdre du moins militairement. Puisque pour la diplomatie, je pense que la Kinshasa a marqué beaucoup de points. Mais il y a ces développements justement qui
montre tout de même que le Rwanda, peut-être, n'a pas dit son dernier mot. On verra, puisque justement chacun essaie de mettre mettre de la force afin que la communauté internationale, du moins de façon diplomatique, revienne sur ses positions. Parmi les griefs, parmi les raisons qui poussent le soi-disant mouvement du M23 à prendre les armes, on a compris qu'il y avait cette discrimination dont serait victime la communauté rwandophone de l'Est de la République démocratique du Congo, dont la communauté Banyamulenge. Et on a suivi cette semaine, c'était lors de l'émission Briefing, animée par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, qui avait invité un membre du gouvernement qui s'appelle Alexis Gassaro et qui est aussi originaire de cette région, qui est membre de la communauté Banyamulenge, et il a balayé ces accusations de discrimination portées à l'encontre du gouvernement congolais. Pour lui, si le Rwanda se bat à l'est de la République démocratique du Congo, c'est plutôt pour des raisons économiques. Je suis ministre d'État dans ce pays. Je suis élu dans ce pays. Avant moi, il y a eu des ministres d'État. Avant moi, il y a eu même des vice-présidents, un vice-président. Il y a eu des vice-ministres. Il y a eu des élus. Toutes ces fonctions, ce sont des Banyamulenge qui les ont occupées. Et donc, lorsqu'on parle de discrimination, il faut quand même nuancer les propos. Parce que notre communauté a toujours été représentée, je ne veux pas dire dans toute l'histoire, mais je vous ai compté, je vous ai dit que dans les années 70, nous avions un élu. Et plus tard, il y a eu peut-être un vide pendant un moment donné, mais plus tard, nous avons eu un ministre des Affaires étrangères ici. Et tout ce que je viens les fonctions que je viens de citer. Donc, la représentativité de notre communauté est une réalité aussi. Ça n'exclut pas, effectivement, qu'il y ait eu, comme je l'ai dit, des problèmes de cohabitation avec certaines communautés, ou peut-être même ici à Kinshasa. Parce que disons les choses telles qu'elles sont. Lorsque notre pays est agressé, lorsque notre pays est attaqué, mais il y a une forme de révolte ici, à Kinshasa. Et lorsqu'on voit dans la rue quelqu'un qui se promène avec mon faciès, on dit Atala Barwande Bangoy. Donc cette confusion qui vient dans le chef de notre population, mais quelle en est la cause? C'est d'abord les attaques. C'est d'abord l'agression. Bien sûr, l'élément déclencheur. L'élément déclencheur. Et donc, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est de ne pas verser dans ce piège qui nous est tendu à exploiter nos divergences internes pour servir des agendas que la plupart de ceux qu'on utilise ne connaissent pas. L'ingérence du Rwanda, au travers des multiples invasions qu'ils ont perpétrées dans notre pays, font que ce problème a pris une dimension qui est aujourd'hui, qui nous fait vivre la situation, comment je vais appeler ça, cette situation terrible que nous connaissons aujourd'hui, où notre pays est divisé, où notre pays est victime d'une agression, d'une occupation, avec des prétextes fallacieux, où un pays vous dit « je viens pour protéger la minorité Tutsi ou la minorité Banyamulenge qui sont en danger d'extermination ».
Mais où se trouve ce projet d'extermination? Qu'on me dise à quel endroit on a concocté ce projet et combien de Tutsis aujourd'hui sont massacrés dans notre pays. Nous avons ici affaire à une situation où vous avez un pyromane qui vient, qui dit il y a le feu, alors que le feu n'existe pas, et qui vient après dire c'est moi le pompier pour éteindre ce feu parce que je viens pour protéger une minorité. J'ai eu à le dire ici il y a quelques années, sur le même plateau ici de la RTNC, en disant que nous, comme communauté Banyamulenge ou de manière plus générale la communauté Tutsi, nous n'avons jamais demandé au Rwanda de venir ici pour protéger notre communauté. Bien au contraire, les différentes invasions que fait le Rwanda ne fait qu'exacerber les problèmes de cohabitation qui peuvent exister. D'ailleurs, il a donné l'exemple. Il a parlé du début des hostilités qui ont été causées par le fait que la République démocratique du Congo avait signé avec Kampala un accord de construction d'une route qui devait partir d'Ouganda, qui passerait par Butembo et qui allait dans le sud du Kivu. Et le Rwanda, avec ses intérêts économiques, justement, a vu que les deux pays essayaient de le contourner et qu'il allait beaucoup perdre. C'est Alexis Gisaro qui le dit. Mais pour lui, pour son membre de la communauté Banyamulenge, même s'il devait y avoir des difficultés, des problèmes internes au Congo, ce n'est pas au Rwanda de s'en occuper. Parce que c'est justement l'État congolais est là pour protéger sa population avec toutes ses composantes. Et voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a cette façon de communiquer également, puisque Alexis Gisaro est quelqu'un quand même qu'on peut croire, puisque lui-même il devrait dire qu'il est discriminé, si discrimination il y a. Alors, s'il accuse le Rwanda d'avoir d'autres visées plutôt économiques, de pillage et des ressources, c'est que les accusations du Rwanda tombent à l'eau. Mais le Rwanda insiste. Et justement, dans l'entretien dont je parlais tout à l'heure, avec un influenceur, Paul Kagame a accusé le président congolais d'avoir une idéologie génocidaire. Vous comprenez ce que cela veut dire? Qu'il a une idéologie il aurait, d'après le président rwandais, son homologue congolais, aurait une haine viscérale contre les membres de l'ethnie Tutsi. Ce qui reste à prouver, effectivement, puisque le président congolais lui-même, dans ses dernières déclarations, il a dit que tous les Congolais ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et d'ailleurs, il a donné l'exemple de certains Banyamulenge qui sont morts pour la patrie. Je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo à avoir dit haut et fort en parlant des Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc j'en ai assez de ce discours. Donner ainsi l'occasion à des régimes barbares comme celui du Rwanda de nous envahir sous le fallacieux prétexte d'ailleurs. Parce que je dois attirer ici l'attention de tout le monde et c'est très dangereux d'avoir ce genre de discours. Vous faites le tapis de ce régime criminel du Rwanda parce que ce régime, figurez-vous, il a aussi des Hutus qui travaillent à sa cause. Il a fabriqué et il envoie ces gens traquer, violenter, massacrer des Tutsis pour dire « Ah, vous voyez, les Tutsis sont en danger ». Donc, méfiez-vous, chers compatriotes,
Je ne veux pas que dans la République démocratique du Congo, que je dirige grâce à vos suffrages, qu'il y ait de la discrimination. Tant que je serai président de ce pays, aucun citoyen de ce pays, aucune communauté tribale, ethnique de ce pays ne sera discriminé. Je tiens à le dire haut et fort et je ne m'arrêterai pas là. Mais jusqu'à présent, Kigali insiste. Mais justement, on verra comment tout cela va évoluer. Et sur le terrain militaire, justement, il n'y a pas beaucoup d'évolution. La ville de Bukavu reste occupée par le Rwanda. La ville de Goma reste occupée par le Rwanda également. Mais il y a eu des efforts. Il y a eu des efforts du Rwanda, enfin du M23 et de l'AFC d'aller de progresser vers le sud. On apprend qu'il y a beaucoup de morts, les combats sont violents et justement, il faudrait, d'une façon ou d'une autre, que cette guerre s'arrête. Il faudrait que la communauté internationale maintienne la pression sur le Rwanda afin qu'il retire ses contingents militaires, qu'il se retire du Congo, qu'il laisse les Congolais vivre en paix et que peut-être des problèmes qu'il devait y avoir trouvent une issue pacifique. De toutes les façons, on verra si Kinshasa va négocier effectivement avec la rébellion du M23, ce qui me surprendrait. Mais si tel est le cas, il faudrait également qu'on arrête aussi le processus de Nairobi, puisque c'est le processus qui avait été prévu pour qu'il y ait des discussions entre le gouvernement et tous les groupes armés, parce qu'il y en a plus de 150. Et donc, si le gouvernement va négocier directement avec le M23, ça veut dire que les autres groupes également réclameraient les mêmes droits et ils auraient raison. Mais il y avait le processus de Luanda qui était prévu pour amener Kinshasa et Kigali à s'asseoir sur une table de négociation et régler aussi les problèmes. Mais cela passe par le retrait de l'armée rwandaise, de la République démocratique du Congo, parce que je ne vois pas comment les relations redeviendraient normales si les troupes rwandaises restent sur le territoire congolais. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, mais puisqu'il y a cette pression internationale, puisque ça commence à bouger au niveau régional, et même si on est surpris, surtout par la décision de la SADC de retirer son armée de l'Est de la République démocratique du Congo, on verra ce qui va s'en suivre. Ce qui va suivre. Ce qui va suivre, c'est quoi? Parce que la décision de la SADC, d'après certaines sources, la décision aurait été prise sur demande du président congolais. Ça reste à prouver, on ne sait pas. D'autres disent justement que c'est parce que ces troupes-là, les troupes de la SAMIDRC, les militaires de la SADC, en réalité, ils étaient dans une très mauvaise position, puisqu'ils étaient quasiment là où ils se trouvaient à l'est de la République démocratique du Congo. Ils étaient encerclés par l'armée rwandaise, qui demandait leur départ. Et donc, il y avait deux possibilités. Soit la SADC engageait une confrontation directe avec le Rwanda, ce qui aurait des conséquences catastrophiques, on l'entend, ou bien effectivement, la SADC cédait et retirait son armée, ce qui a été fait. On ne sait pas si c'est effectivement cela la raison, ou c'est si le président Félix Tshisekedi qui a demandé que la SADC se retire. Puisque d'ailleurs, il faut le dire, depuis qu'ils ont été déployés
depuis que les pays de la SADC ont déployé leurs troupes le 15 décembre 2023 dans cette région, on ne peut pas dire qu'ils ont été d'une grande efficacité. On n'a pas vu de résultats. Et peut-être le président Tshisekedi, qui aurait vu qu'il n'y avait pas de résultat, que cette présence était inutile, il aurait été tenté de demander leur départ. Mais on le verra. Peut-être qu'on saura après ce qui s'est réellement passé. Mais si c'est le président Tshisekedi, effectivement, qui a demandé le départ de ses troupes, ça nous ramène à ce que nous avons suivi ces derniers temps, qu'il y aurait un accord en cours entre le président Tshisekedi et l'administration de Donald Trump aux États-Unis. Un accord qui viserait, qui reposerait sur le contrôle des minerais stratégiques de cette région en échange d'une protection militaire. Si l'accord est signé, comme on l'entend, mais il n'y a pas eu de confirmation officielle, si cela est vrai, ça veut dire que le président Tshisekedi a demandé le départ de la Samidi RSI parce qu'il espérait que les Américains prendraient la relève. Et si les Américains ont donné leur accord, ça veut dire qu'ils auraient accepté de protéger cette région. Et nous, on sait qu'ils ont plus de moyens, même pas de combattre, mais plutôt de convaincre de façon appuyée le Rwanda de se retirer de cette région. Ils n'auraient même pas besoin d'appuyer sur la gâchette, puisqu'ils ont une position diplomatique et politique dans le monde qui peut-être finirait par convaincre Kigali de prendre la décision qu'il se refuse maintenant à prendre. On le verra. Est-ce que le président congolais a une assurance qu'il aurait reçu de l'administration américaine que la guerre va bientôt prendre fin? On le verra, on y reviendra forcément avec les informations qui vont nous parvenir. Mais pour l'instant, la guerre continue, les gens continuent de mourir. Je suivais tout à l'heure le président Ndayishimiye lors de son déplacement en Serbie. Elle dirait que les conséquences humanitaires de cette guerre commencent à se sentir même dans son propre pays, puisque la guerre à Bukavu, à Kamanyola, à Uvira, dans la plaine de Rusizi, ont fait qu'il y a eu beaucoup de Congolais qui ont fui vers le Burundi. Effectivement, ce sont des conséquences humanitaires qui peuvent être catastrophiques, qui s'ajoutent déjà à plus de 7 millions de personnes qui sont déplacées à l'est de la République démocratique du Congo, dans le nord Kivu. Ce sont des gens qui souffrent de façon atroce. Et justement, les uns et les autres, les acteurs régionaux, mais également les partenaires internationaux devraient se bouger davantage afin qu'on mette fin à ce conflit, mais en tenant compte de l'essentiel. Ça veut dire le respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était le dossier du jour. Nous voulions revenir sur la République démocratique du Congo avec la guerre de l'Est, avec tous ces développements sur le plan diplomatique et militaire, mais également communicationnel. On y reviendra lorsqu'il y aura d'autres développements. Merci de nous avoir prêté attention et à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.